Moi, les musulmans comme moi me disent attention, remettez-vous en question, je le ferai immédiatement. Mais après, je ne veux pas monopoliser l'attention, mais je veux dire, quels sont comment dirais-je, les symptômes qui vous permettraient de dire « il me le demande ». Vous êtes quand même un monarque auquel on n'osera peut-être pas le dire s'il le pense. Il me demande quoi? Vous dites de me remettre en question. Oui, je le ferai. Oui, mais comment le saurez-vous qui vous le demande? Par leur presse, quand j'étais en mauvais terme avec eux. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut dire que si le canard enchaîné, effectivement, remet en cause certaines formes de pouvoir en France, c'est parce qu'il y a en France une presse totalement libre? Est-ce que vous diriez autant de la presse marocaine? Je ne parle pas seulement du canard enchaîné, je ne veux pas pas beaucoup de presse en parle. La presse marocaine est libre de dire ce qu'elle veut. La seule chose qui lui est interdite, c'est de mettre en caricature le chef de l'État. Ça vous plaît peut-être pas, mais nous, ça nous déplairait fort. Et ce n'est pas dans notre éthique. Il n'y a pas de bébé chaud au Maroc. Pardon? Pas de bébé chaud au Maroc. Qu'à Dieu nous plaise. Alors, je crois qu'on peut poser aussi la question des droits de l'homme. Vous nous avez dit, Majesté, qu'on pouvait vous poser toutes les questions, donc on est là pour vous les poser. Bon. Est-ce que vous réservez un sort particulier à vos opposants? Et est-ce que ce sort particulier peut, à juste titre, émouvoir tous les mouvements humanitaires du monde entier? D'abord, madame, je n'ai pas d'opposant au sens stricto sensu du mot. Les personnes qui sont détenues le sont par décision de justice. Il y en a qui sont condamnés à perpétuité. Parmi eux, le cas Serfati dont vous allez me parler certainement. Alors, je l'enlève du chemin. Il est condamné à perpétuité, si vous voulez, son dossier judiciaire pour pose de bombe et complicité dans pose de bombe. La seule façon pour lui de sortir de prison, c'est la grâce royale. Tant que ce monsieur n'aura pas reconnu que le Sahara est marocain, bien la grâce royale ne jouera pas pour lui. Tous les autres sont sortis. Mais je tiens à vous dire que M. Serfati est condamné par décision judiciaire. Alors quand on parle des droits de l'homme, on remet en question toute la justice marocaine, laquelle justice, je crois, jusqu'à présent n'a lésé aucun Français, car vous avez des Français qui sont ici, qui divorcent ici, qui se marient ici, qui héritent ici, qui ont des procès de locataires et de propriétaires ici contre des Marocains. Jamais aucun Français ne s'est plaint de ma justice. Jamais aucun étranger. C'est un outrage à la grande magistrature que de penser que nous faisons de notre justice ce que nous voulons. Tout de même, sur les conditions de détention, il y a peut-être des choses à dire, notamment sur un bagne dont plusieurs témoignages, sur lequel nous avons plusieurs témoignages, mais qui, selon les communiqués, etc., n'existe pas. Alors, est-ce qu'il existe, le bagne de Tamarman? Madame, les témoignages ne valent que par les témoins. Et le témoin principal dans cette affaire est une personne qui a usé et abusé de notre hospitalité. Du reste, je l'ai fait prévenir qu'il n'a plus le droit de remettre les pieds au Maroc. Vous faites allusion à qui, pardon? À Madame Serfati. Il y a à peu près 10 ans, nous avions avec la presse française le même entretien, et il portait aussi sur les prisonniers. Alors vous avez posé cette question assez abrupte, est-ce qu'il y a des prisonniers politiques au Maroc? Et vous avez répondu non, vous nous aviez dit qu'il y a des prisonniers éthiques, c'est-à-dire des citoyens qui sont en contravention avec ce que vous avez qualifié alors d'éthique, c'est une loi morale. Est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde ou est-ce qu'il y a une modification de votre comportement? Je me souviens très bien que vous aviez dit prisonnier éthique. Oui, je pense que le patriotisme est une éthique. Je pense que le fait de défendre son territoire est une éthique. Naturellement, elle est beaucoup plus stricte que l'éthique du CSA. Peut-être plus stricte que celle du comité d'éthique de la médecine. Mais celle-là, elle est rigide. Car, comme disait Victor Hugo, on n'emporte jamais sa patrie à la semaine de ses chaussures. Donc il y a bien des prisonniers politiques au Maroc? Non, madame. Dire
qu'une partie du territoire n'est pas marocaine est un crime contre la sûreté de l'État, en principe jugé par un tribunal militaire. Voilà. Précisément, si on voit bien que dans votre bouche, le problème du Sahara occidental est fondamental pour le Maroc. Ma question serait celle-ci. Dans l'affaire des droits de l'homme que nous venons d'aborder, un certain nombre de personnalités qui ont été citées, et du Sahara occidental, Madame Mitterrand joue un rôle. Elle anime un comité de vigilance, elle a rendu des témoignages, elle a pris des positions publiques. Un débat va avoir lieu la semaine prochaine au Parlement marocain. Quel est votre sentiment à ce sujet? Je n'aime pas parler d'abord d'une façon générale des femmes ayant une certaine position protocolaire et particulièrement lorsqu'elles sont chefs d'État. Mais je dois dire que le problème de Mme Mitterrand ne se pose à moi que sur le plan juridique. Car j'ai beau regarder toutes les constitutions françaises, y compris celle de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième République, je me suis toujours rendu compte, moi le juriste, que l'épouse du président était une épouse morganatique. C'est en cela que les deux constitutions se rapprochent, la République et la monarchie constitutionnelle marocaine. Alors, c'est ça le problème, vraiment c'est le problème juridique, constitutionnaliste qui s'oppose à un publiciste. Autrement, vous laissez la presse marocaine commenter cette affaire. Mais si je ne la laissais pas, vous me diriez qu'elle ne serait pas libre. Non, mais, le comité de vigilance qu'anime Mitterrand sur le référendum qui aura lieu au Sahara occidental pour déterminer en effet s'ils veulent être marocains ou indépendants, vous paraît, j'imagine, superflu dans la mesure où c'est supervisé par l'ONU, c'est ça que vous voulez dire? Je souhaite pour ce comité de vigilance qu'il n'aille pas jusqu'au bout du ridicule, car il risque de se heurter à deux murs. Le premier, le jour où le référendum commencera son processus, à ce que l'ONU lui dise, monsieur le comité, voulez-vous vous occuper de vos oignons, je m'excuse du terme. Le deuxième obstacle qui risque de le faire tomber dans le ridicule, c'est que nous sommes entièrement libres de lui refuser l'entrée au Maroc. Car voyez-vous, il y a une chose, et là je le dis, un peuple aussi vieux dans son histoire que le peuple marocain. Mon peuple a 1200 ans d'histoire. Il y a une chose que la France n'a jamais voulu, de même que le Maroc n'a jamais accepté. Le Maroc n'est pas vassalisable, il ne le sera jamais. Et ça, c'est pas c'est pas le propos non plus du comité de vigilance, j'imagine, de vassalisme. Non, le paternalisme est une façon de... Alors, je vous le dis, je ne discute pas ce problème. Je vous dis, il s'agit d'un peuple comme le vôtre qui est vieux. La France n'a jamais accepté d'être vassalisée. Le Maroc n'acceptera jamais d'être... Vous avez accepté que le référendum se passe sous contrôle de l'ONU. Comment? Vous avez accepté que le référendum se passe sous contrôle de l'ONU. Alors là, c'est différent. Là, M. Hillman, je pense que il faudrait que je vous fasse un cours de droit international, car il y a... Je ne pense pas que ça intéresse beaucoup nos téléspectateurs, mais en deux mots. Il y a deux écoles en droit international. Il y a le monisme, qui fait que la loi interne est supra-internationale. Et il y a la supranationalité de la loi internationale. Que l'ONU rentre parce qu'elle représente la vertu du monde entier, je l'accepte. Tout à fait normal, ce ne serait pas la première fois. Qu'un comité qui ne représente que lui-même rentre, c'est autre chose. Je ne peux pas aller plus loin dans cette explication de droit international. Sire, je crois que tout de même maintenant, le moment est venu de vous poser une question directe. À votre avis, avec tout ce que nous venons de vous dire, quel est l'avenir des relations entre nos deux pays? Vous savez, vous avez bien dit deux pays. Je pense qu'on ne change pas du jour au lendemain, pour des raisons futiles, conjoncturelles, des relations qui sont séculaires. Car je crois que les premières relations entre nos deux pays ne datent pas seulement des Alaouites, de ma dynastie.
si sur le plan mécanique, certains rouages grincent, ça ne veut pas dire que pour autant on doit changer tout le moteur. Je pense que l'avenir entre nos deux pays est appelé à un cheminement commun, mais je dirais peut-être un peu plus franc et un peu plus pudique. Il ne s'agit pas pour nous de coopérer en maillot de bain ou en bikini. Il s'agit